Bien, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc aujourd'hui, en plus d'être Octobre Rose, c'est la Journée internationale du cancer lobulaire qui est portée par l'association LBCA. Donc nous sommes ravis avec Laure d'organiser cette webconférence. Les cancers lobulaires représentent environ 15% des cancers du sein. Et ont certaines spécificités, notamment au niveau du diagnostic. Et donc, ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir des orateurs qui vont mettre en exergue ces spécificités ou pas, tout au long du parcours, qu'ils soient diagnostiques. Donc, on va commencer avec le docteur Mahler. Bonsoir, docteur Mahler. Donc, vous êtes radiologue à l'Institut Curie. Ensuite, nous serons avec le professeur Anne-Vincent Salomon qui nous parlera de l'anatomopathologie, voilà les petites lames, avec le docteur Anne-Vincent Salomon, bonsoir, de l'Institut Curie et présidente de l'IHU Curie, et avec le professeur Desmet, qui est chercheuse en biologie moléculaire à l'Institut Jules Bordet à Bruxelles. Qui est récemment parti à l'université de Louvain. Voilà, je n'étais pas assez… Bonjour. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et nous aurons bien évidemment le professeur Paul Cotu, j'avais fini par les hommes à la fin, qui nous parlera de toute la prise en charge thérapeutique. Bonsoir, professeur Cotu. Donc, vous êtes oncologue médical. Et Claude Coutier, bonsoir Claude. Donc, tu porteras, toi, le témoignage d'une patiente. Voilà, et Claude, donc toi tu es présidente du collectif des Triplettes Roses. Bonsoir à toutes et tous et bonne conférence. Laure, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous pour cette première journée donc autour des cancers du sein lobulaire. Sur mon réseau cancer du sein, en fait, on a un groupe historique de patientes concernées. Et on a commencé, je dois dire, à être très sensible à ce sujet au printemps dernier, parce que le professeur Anne-Vincent Salomon travaille depuis longtemps dans un groupe européen de recherche, donc avec le professeur Desmet notamment, et du coup avec plusieurs patientes concernées et avec le collectif Triplettes Roses, on s'est dit qu'on allait explorer aussi la perception des patientes face à ce cancer, que, comme on l'a dit, est relativement fréquent quand même. Et présente des spécificités qu'on connaît plus ou moins. Donc, je vais très rapidement vous présenter quelques résultats de cette enquête. Claude pourra partager après le témoignage donc d'une patiente de son association qui a vécu ce parcours. Et puis, je dirais dans tous les temps de questions, je remonterai des questions qui ont été préparées aussi par le groupe international des patientes lobulaires qui veulent vraiment passer des messages et qui ont des questions précises qu'on posera donc après les différents exposés de nos spécialistes ce soir. Je vous rappelle donc que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet et je vais tout de suite donc très rapidement vous présenter ces quelques résultats. Si vous pouvez me mettre les quelques slides, voilà. Donc à la fin du printemps dernier, avec donc mon réseau cancer du sein et le collectif Triplettes, avec Hélène Bonval qui est très impliquée donc au niveau européen en tant que patiente sur ce sujet, on a co-construit avec les soignants un questionnaire autour de ces perceptions des patientes. Et donc en quelques mots, on a eu près de 1200 répondantes avec des réponses exploitables et finalement un petit sous-groupe de patientes concernées par un cancer lobulaire. Donc, vous voyez 107 patientes soignant un cancer lobulaire pour plus de 1000 personnes soignant d'autres types de cancers du sein. Et ce qui est ressorti, c'est que finalement, donc la plupart des patientes, 54% d'entre elles savaient que le cancer lobulaire était entre guillemets peu fréquent, mais représentait quand même 15% des cancers du sein. 50% d'entre elles soulignaient le fait qu'il était plus difficile à diagnostiquer. On va largement y revenir juste après. Et cependant, en perception, seulement 7% de ces patientes considéraient que ce cancer du sein lobulaire était, entre guillemets, comme les autres. Donc, on voit bien qu'en termes de perception, il y a quand même quelque chose de l'ordre de « c'est un cancer différent ».
On voulait aussi souligner les besoins d'informations spécifiques mentionnés par ce groupe de patientes qui, du coup, globalement, donc, demandent à ce qu'on propose plus d'informations. Donc, à ce jour, on a une brochure qui sera présentée tout à l'heure, on pourra vous mettre le lien. Mais en fait, elle souligne le besoin d'informations pour mieux comprendre finalement les types d'organes qui peuvent être touchés par ce cancer au-delà du sein. Et puis, les facteurs de développement particuliers de ce cancer, les modes de propagation de ces cellules malades, mieux comprendre aussi les traitements de référence aujourd'hui, être plus informé des essais cliniques, ça c'est aussi un sujet très porté par Claude. Il y a véritablement besoin de mieux repérer est-ce qu'il y a des essais cliniques ouverts spécifiquement à la question ou au sous-groupe des patientes lobulaires, enfin avec un cancer lobulaire. Bien comprendre les différences donc entre les différentes formes de cancer du sein et les caractéristiques spécifiques de ce cancer du sein lobulaire. Voilà, donc finalement, cette enquête, elle a permis aussi de présenter un poster pour les soignants, donc au congrès des lobulaires, pour, j'allais dire, souligner ce besoin d'information. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Claude, qui, elle, va porter un message beaucoup plus incarné. Oui, bonjour à tous et merci. Effectivement, Françoise, l'auteur de ce magnifique roman graphique, n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Donc, je vais vous lire son témoignage. Voilà. Mon histoire est à la fois extraordinaire et malheureusement encore trop fréquente. Durant une année, mon médecin généraliste, ma gynécologue et mon radiologue m'ont expliqué que je n'avais rien dans le sein, s'appuyant sur des images de mammographie absolument parfaites. De mon côté, j'avais un très mauvais pressentiment. J'avais des douleurs dans le sein, des masses facilement palpables, des changements cliniques évidents. Je n'arrivais plus à dormir sur le ventre. J'ai consulté 5 ou 6 fois. On m'a prescrit des anxiolytiques en m'expliquant que je faisais un burn-out. Mais je me suis accrochée, revenant à la charge, jusqu'à la biopsie qui a révélé que mon sein était envahi par une masse de 8 cm. Un cancer lobulaire triple négatif et déjà largement métastasé dans mes os. Mon roman graphique Cancer royal débute avec ce cauchemar, mais il ne s'arrête pas là. Car j'ai décidé de garder la confiance. J'ai rencontré des soignants formidables. J'ai découvert la force du monde associatif et la militance des malades. J'ai dessiné, j'ai écrit, j'ai fait du sport. Et aujourd'hui, sous chimio depuis 2 ans, j'ai le bonheur de vous dire que je vais plutôt bien, contrairement à mon cancer qui, bien que royal, va mal. Il était vital pour moi de faire un récit de textes et d'images à partir de cette malchance. Pour surmonter mon chagrin, pour guérir du ressentiment, pour remercier les soignants qui me sauvent la vie, pour être en paix avec mon histoire, pour pouvoir en rire avec mon fils et pour la partager avec vous. Il est essentiel aujourd'hui de reconsidérer la parole des patients, de sensibiliser les médecins de ville au cancer sournois et de soutenir les soignants et les chercheurs. Et si dans cette lutte pour la vie et pour la lumière, Cancer Royal apporte sa contribution, je serai encore plus heureuse que je ne le suis déjà aujourd'hui. Voilà, c'était le témoignage de Françoise. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Claude, pour ce témoignage. Alors, on parlera ensuite, effectivement, de ce qui a été évoqué, le diagnostic qui peut être difficile. On va d'abord commencer par le professeur Cotu, qui va nous parler de la prise en charge. Professeur Cotu, on va vous mettre vos slides. Merci. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, plus que de prise en charge, je vais vous donner un peu la perception, alors, ma perception à moi du cancer du sein lobulaire. Et qui va avec comme objectif un peu d'ouvrir finalement les questionnements auxquels on est confronté. Alors, et il y a des choses que je vais passer en revue qui seront redétaillées dans les topos successifs. Donc, sans être pathologiste, vous voyez qu'un cancer standard à gauche et un cancer lobulaire à droite, ça n'a pas la même tête au microscope. Donc, on a fondamentalement quelque chose de différent. Deuxième chose importante, et ça vient d'un site canadien, Lobular Breast Cancer Alliance, qui fait appel aux
modalité de diagnostic clinique du cancer lobulaire et vous voyez qu'elle a un tas de situations cliniques différentes, les modifications du contour mammaire, les modifications du volume, les modifications cutanées, les phénomènes douloureux, bien sûr une masse palpable. Bref, toutes les formes cliniques connues du cancer du sein peuvent éventuellement être rencontrées quand on fait des diagnostic de cancer du sein lobulaire. Élément suivant, et encore une fois, vu de notre côté, on sait que, et ça va être redit, que la performance de l'imagerie conventionnelle dans le cancer du sein lobulaire est plutôt moins bonne, avec une moins bonne sensibilité des techniques conventionnelles du diagnostic, et on verra comment les améliorer, en tous les cas sur le plan d'imagerie. Une maladie qui est plus souvent plus étendue dans le sein au moment du diagnostic, plus souvent multifocale, et qui donc pose des soucis véritablement de diagnostic précoce, éventuellement même de surveillance après traitement, bien évidemment. Et on voit ici, par exemple, les notions de performance radiologique, très globalement, selon la technique utilisée, la mammographie, l'ultrasonographie, donc l'échographie, la résonance magnétique, les mammographies numérisées, on voyait des niveaux de sensibilité qui sont extrêmement variables en tous les cas, et potentiellement très faibles pour la mammographie conventionnelle, et qui s'améliorent progressivement au fur et à mesure qu'on raffine les techniques de diagnostic. La question est, à quel moment faut-il suspecter un cancer lobulaire? Mais effectivement, ça reste difficile, et sûrement à des écueils autour desquels on tourne actuellement. Ceci est vrai également lorsqu'on s'adresse à la maladie métastatique. Et on sait que les techniques modernes, couramment utilisées comme le PET scanner au fluorodésoxyglucose, donc qui est utilisé couramment dans le suivi et le diagnostic des maladies métastatiques de cancer du sein, est plutôt un peu moins sensible que dans les autres formes de cancer du sein, alors même qu'il y a des localisations, on va le voir aussi, qui sont un peu différentes, et il y a à la fois les aspects probablement de captation du glucose qui font la sensibilité de l'examen, et puis les localisations anatomiques qui modifient la manière dont on devra suivre et diagnostiquer ces situations. Et on voit qu'il y a potentiellement des imageries alternatives en matière d'imagerie scintigraphique qui sont à l'étude en tous les cas, qui n'ont pas de validation aujourd'hui, mais qui font partie des perspectives éventuelles d'amélioration du diagnostic et du suivi des formes lobulaires de cancer du sein. Alors une fois qu'on a dit ça, à quoi avons-nous affaire en général? Et finalement, qu'est-ce qui nous intéresse nous? Premièrement, on voit sur la partie gauche de la diapo, les cancers lobulaires touchent de manière croissante les femmes plus âgées, avec une bonne partie des cancers du sein lobulaires qui sont diagnostiqués après 50 ans, de manière plus fréquente encore que les formes conventionnelles de cancer du sein. Donc une petite tendance vers l'âge plus avancé. Deuxièmement, il s'agit, on le voit ici, de cancers essentiellement hormonaux positifs, positifs pour les récepteurs aux œstrogènes ici, à la progestérone pour la majorité, et avec des éléments de prolifération, peu importe le détail, mais ils ont des critères biologiques d'agressivité qui sont plutôt moins marqués, et on verra le paradoxe avec la suite, moins marqués que dans les autres variétés, en tous les cas les formes dites canalaires ou non spécifiques de cancer du sein. À l'opposé, par contre, des formes avec des tailles supérieures à 5 cm qui sont plus fréquentes, et c'est à relier probablement à l'évolution naturelle de cette forme de cancer du sein, et puis à la difficulté diagnostique au moment de la phase initiale. Deuxième point important, qui est la notion d'envahissement ganglionnaire qui est classiquement considérée comme plus fréquente dans les cancers du sein lobulaire. C'est en fait pas si simple, une revue récente qui a fait le point des revues de la littérature ou des séries existantes s'adressant à cette question du degré d'envahissement ganglionnaire dans les cancers du sein lobulaire par rapport aux autres variétés de cancer du sein. Vous voyez que ce n'est pas du tout uniforme. Donc je pense qu'il faut rester très prudent par rapport à cette vision-là. Il y a un cancer du sein, on statue sur l'état ganglionnaire sans forcément préjuger de ce que sera cette atteinte ganglionnaire. Il n'y a pas besoin de faire des curages, en tous les cas systématiques, dans la prise en charge initiale de ces situations-là. Après, pour parler de traitement, et je ne vais pas beaucoup parler de traitement paradoxalement, mais plutôt finalement de l'histoire naturelle de ces maladies-là telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Vous voyez, quand on utilise la chimiothérapie, par exemple, eh bien, en situation néoadjuvante, donc préopératoire, le taux de réponse, vous voyez, 4 sur 122, 0 sur 26, 0 sur 31, etc., selon les séries de la littérature, est extraordinairement faible. Et bien plus faible que ce qu'on peut observer dans les formes dites canalaires, en tous les cas par comparaison historique, autrement dit les autres variétés plus communes de cancer du sein. Donc première question, la chimiothérapie a-t-elle un rôle dans les cancers du sein lobulaire au stade initial? Probablement pas beaucoup, en tous les cas en situation néoadjuvante. C'est pas si simple que ça, évidemment. Et lorsqu'on regarde les données de chimiothérapie post-opératoire, donc dites adjuvantes,
dans des situations modernes, c'est-à-dire avec un statut ganglionnaire bien évalué, et éventuellement la jonction de signatures génomiques, 2 points sont importants. Premièrement, les signatures génomiques ont un rôle pronostic et une valeur pronostique, y compris dans les cancers du sein lobulaire. Deuxièmement, il y a un bénéfice de la chimiothérapie si l'on considère qu'elle est indiquée en fonction notamment de cette signature. C'est vrai pour les patientes qui n'ont pas d'enrichissement ganglionnaire, c'est vrai pour celles qui ont un enrichissement ganglionnaire. Donc ne négligeons pas malgré tout le rôle de la chimiothérapie dans les cancers du sein lobulaire. De manière plus globale, et lorsqu'on regarde les survies à très long terme, 10, 15, 20 ans, l'idée de cette diapositive, ce n'est pas de regarder les courbes en elles-mêmes, les chiffres n'ont pas grande importance, mais ce qui est assez saisissant, c'est que quelle que soit la source des données, quand on se situe à 10 ans après le diagnostic, vous voyez qu'il n'y a pas de différence, ou très peu de différence, entre les cancers du sein lobulaires et les autres formes de cancer du sein, avec les courbes sont absolument superposées. Là où prenons un petit peu raffiner la question, et qui fait partie des questionnements autour du cancer du sein lobulaire, c'est l'appréciation du pronostic selon le plus ou moins long terme. Et l'on voit ce qui se devine ici, vous voyez des séries quand même importantes, 1000 cancers lobulaires sur 11 000 cancers du sein, qui proviennent d'essais prospectifs, donc patientes bien annotées, bien suivies, bien traitées. Eh bien, le message qui est suggéré là, et c'est la courbe rouge pour les cancers lobulaires, c'est qu'il y a un peu plus fréquemment des rechutes tardives dans les cancers lobulaires, en tous les cas plus fréquemment que dans les autres formes de cancer du sein. Donc ça, c'est à garder en tête, peut-être pour, en tous les cas, les modalités ou la durée de la surveillance à long terme. C'est d'autant plus vrai que la forme lobulaire, et vous voyez ces données monumentales américaines de grosses bases de données épidémiologiques, 288 000 patientes avec un cancer standard, disons canalaire, 30 000 avec un cancer lobulaire. Pour les formes favorables de petits stades, de récepteurs hormonopositifs ou petits enrichissement ganglionnaire, il n'y a aucune différence, vous voyez, à plus de 10 ans. En revanche, lorsque s'y associent des éléments défavorables additionnels, le statut des récepteurs aux hormones, le stade, le statut ganglionnaire avancé, et bien là, peut-être de nouveau, on retrouve ce sous-ensemble de patientes qui ont tendance à rechuter au très long cours, et donc patientes à surveiller probablement très longtemps. Et enfin, comment se présente la maladie métastatique? Série qui avait fait parler en son temps, parce que c'est une des premières qui avait mis en évidence sur le plan clinique la différence de présentation au moment de la première rechute, c'est-à-dire comment se présente la maladie métastatique au moment de son apparition. Cancer lobulaire, cancer canalaire, cancer lobulaire, plus de lésions ovariennes, plus de lésions gastro-intestinales. Et on sait depuis qu'il y a un tropisme préférentiel plus fréquent, même s'il n'est pas nul dans les autres situations. Et même si les autres métastases peuvent être fréquentes aussi, mais un peu plus fréquent pour ce qu'on appelle les séreuses, le péritoine, la plèvre, et les organes digestifs, et globalement, disons, intra-abdominaux de la part des cancers lobulaires, même si, on le voit ici, en termes de pronostic de la maladie métastatique, ça ne change aujourd'hui rien du tout. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer lobulaire que c'est plus grave, simplement la présentation clinique est différente. Donc pour conclure cette introduction, on peut dire que du point de vue du clinicien, les présentations cliniques, pathologiques, radiologiques sont différentes. Il y a une forme de transparence diagnostique, et je pense que Caroline Mahler va y revenir dans un instant, qui effectivement est gênante au moment du diagnostic initial et au moment du suivi ultérieur. Il y a des subtilités de présentation, l'âge, le grade, etc., et qui peut-être ont un rôle dans le pronostic à très long terme. Mais au total, un tableau métastatique un peu différent, mais un devenir clinique à court et long terme très similaire malgré les petites différences. Et surtout, nous n'avons aujourd'hui aucun traitement spécifique des cancers lobulaires. La forme lobulaire ne dit pas « je vais faire ce traitement-là plutôt que celui-ci ». Ça n'est pas à ce jour un critère de décision, mais tout reste à faire et on va voir quelles sont les pistes qui s'offrent à nous grâce à mes 3 collègues d'ici quelques instants. Merci. Sœur Cotu, quel teasing. Donc, on a décidé cette fois de ne pas faire de session de questions-réponses après chaque intervenant, mais de vous donner une vision globale pour ensuite répondre à vos questions. Donc, Docteur Mahler, ça va être à vous. On va mettre vos slides. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de commencer par donc notre spécialiste en imagerie, parce que finalement, les patients disent beaucoup, voilà, on a aussi des seins différents, la densité mammaire, qu'est-ce qu'on voit, etc. Donc, avec cette deuxième intervention, on va pouvoir mieux comprendre les challenges, entre guillemets, de l'imagerie pour ces cancers-là. Merci. Donc, bonsoir à tous.
Donc, effectivement, je vais rentrer un petit peu dans le, pas dans le détail, mais dans l'explication pourquoi l'imagerie est prise en défaut. Anne Salomon, qui va prendre la parole après, va mieux vous expliquer le substratum histologique qui explique pourquoi en imagerie on peut être effectivement pris à défaut. Donc, je ne vais pas revenir sur la fréquence du carcinome lobulaire. Par contre, vous redire que le dépistage des cancers du sein, il repose sur la mammographie, qui a certes ses limites, on va en discuter, mais c'est la seule technologie qui a montré une réduction, quand elle est employée en dépistage, du risque de mortalité par cancer du sein qu'on estime autour de 30%. Donc, ça reste la modalité de standard, mais effectivement, il faut connaître ses limites et savoir s'y adapter. Alors, la caractéristique du carcinome lobulaire en imagerie, c'est qu'il donne des signes qui sont subtils, donc effectivement, qui sont difficiles. Ce carcinome, il a la particularité d'être plus souvent vu sur un seul des clichés qui est réalisé. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, la confiance de celui qui interprète, elle est plus limitée. C'est des anomalies qui sont souvent peu denses, donc là aussi, il y a un faible contraste par rapport au tissu normal adjacent et donc une détection plus difficile. Je vous ai représenté ici, Anne, je pense qu'il m'autorise, l'aspect de ces cellules qui en fait vont se disposer le long des structures anatomiques, ce qu'on appelle en file indienne, parce que même sans être anapathe, vous voyez et vous comprenez la disposition de ces cellules. Et donc ça, c'est à l'échelle microscopique. Donc effectivement, pour nous, radiologues et voyant les choses de plus loin, c'est beaucoup plus difficile que de détecter une masse ronde et évidente sur nos techniques. Il y a une autre limite, c'est que ce carcinome, il est moins souvent associé aux microcalcifications, qui est un élément très important et très facilement mis en évidence par la mammographie. C'est un des signes sémiologiques très importants du dépistage. Et ben, il va être manquant dans le carcinome lobulaire infiltrant fréquemment. Et puis, il y a des modifications de l'architecture, c'est-à-dire de la structure globale du sein, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les distorsions architecturales. Ça aussi, c'est des signes subtils et ça va être difficile à mettre en évidence. Donc effectivement, on comprend le témoignage de Madame Fégé qui a été très bien mis en lumière dans son roman graphique. Elle a mal, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans son sein. Le radiologue ne voit rien, on est rassuré et finalement à tort. Donc les carcinomes lobulaires infiltrants, ils sont surreprésentés dans les cancers occultes à la mammographie et ils ont cette caractéristique d'être discordants entre l'examen clinique et l'interprétation de l'imagerie. Donc ça va être un élément fondamental à prendre en charge. On a aussi un autre écueil, c'est qu'on va souvent sous-estimer la taille. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des berges atteintes, des nécessités de reprise opératoire qu'on n'avait pas anticipées. Il y a également la problématique de lésions qui sont plus souvent multifocales, c'est-à-dire de multiples foyers tumoraux dans un même sein, ou des lésions au sein contralatéral dans 15% des cas, alors que c'est de l'ordre plutôt de 5% dans les cancers type habituel qu'on va appeler canalaire ou non spécifique, si on veut vraiment être rigoureux dans les termes pathologiques. Alors, un écueil également que je voulais illustrer, c'est le problème donc, de la densité mammaire. Vous avez ici donc 4 exemples qui correspondent un peu aux 4 catégories que nous, on va décrire en radiologie. D'un sein qui est très peu dense, vous voyez que le fond est noir, ça correspond à la densité de la graisse en mammographie. Et puis, d'un extrême à l'autre, vous avez ici un sein très blanc, très dense. Donc, comme une tumeur va être blanche, du blanc dans du blanc, on va avoir moins de contraste et beaucoup plus de tumeurs masquées dans les seins de densité élevée ici. Donc, plus la densité va augmenter et moins la mammographie va être sensible. L'échographie, donc, il faut savoir que c'est un peu une particularité française. Elle est recommandée dans l'exploration des seins denses dans le dépistage organisé en France. C'est pas partout pareil, parce qu'elle a des performances qui sont indépendantes de la densité. Donc, elle va permettre de rattraper des lésions qui ont été manquées à la mammographie. C'est aussi une technique qui est importante en interventionnel parce qu'elle va permettre de diriger les biopsies de manière assez aisée. Donc, c'est une technique importante. Vous avez ici les images d'une plage qui correspond à l'anomalie d'un carcinome lobulaire infiltrant. Donc, c'est là aussi, quand même dans cette technique, des signes qui sont pas très francs, c'est pas une masse très évidente et ça peut être aussi difficile à détecter. Voilà, donc cette présentation assez caractéristique, sans nodule distinct, de plage de lésion qui est plutôt infiltrante et mal définie.
Il y a un élément important aussi, c'est que parfois ces modifications, elles prennent du temps. Vous avez ici une présentation avec à gauche la mammographie récente, mammographie 2 ans avant et mammographie encore plus ancienne, où il y a progressivement une espèce de rétraction du parenchyme mammaire et même une diminution du volume du sein. C'est quelque chose qui est connu, mais qui est aussi assez piégeant. Vous voyez que sur la mammographie de gauche, il y a même le mamelon qui commence à rentrer, à se rétracter. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir les mammographies antérieures pour pouvoir comparer. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ramener les mammographies quand on fait du dépistage, parce que la lecture du radiologue, elle va être sensibilisée s'il peut comparer aux antériorités, aux clichés précédents, pour détecter des modifications subtiles du sein. L'IRM, donc, elle est beaucoup plus sensible que la mammographie pour la détection du carcinome lobulaire infiltrant, Paul vous l'a dit. Elle est aussi plus précise pour estimer la taille tumorale, le nombre de lésions et s'il y a des lésions contralatérales. Alors, nos recommandations en France, elles ne disent pas que l'IRM doit être systématiquement réalisé quand un diagnostic de carcinome lobulaire a été fait, mais par contre, et je pense que ça c'est vraiment important, dans les situations cliniques où il y a une discordance entre l'examen, entre ce que peut palper un médecin ou ce que peut signaler une femme et l'imagerie standard, l'IRM va permettre d'être sûr qu'il n'y a vraiment rien, on n'est pas en train de passer à côté d'une lésion. Donc, dans le cas d'exemple du témoignage qui est apporté, certainement l'IRM aurait été indiqué ici. Et puis, voilà, elle va permettre de répondre à la question de la taille tumorale, du nombre de lésions. Donc ça, c'est une indication totalement validée en France. Et du contralatéral. Donc, un petit exemple là aussi. Donc, vous voyez le clip, c'est ce petit élément blanc qui est au bout de la flèche. Franchement, la lésion mammographique, elle est très difficile à voir. On l'avait repérée en échographie sous cette forme de cône noir que vous voyez dans les images qui sont présentées. Cette patiente a eu une IRM mammaire parce qu'effectivement, elle avait une présentation très difficile à la mammographie. Et on a pu mettre en évidence, à gauche, en arrière du mamelon, une lésion contralatérale qui était non seulement donc non visible à la mammographie, mais également à l'échographie. C'est souvent une zone un peu difficile d'examen, la région qui est située en arrière du mamelon. Qu'est-ce qu'on a comme évolution technologique pour essayer de progresser et de lutter contre ces difficultés? Il y a d'abord l'évolution de la mammographie vers la tomosynthèse. Si vous en avez entendu parler, c'est une mammographie qu'on appelle 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement en arc, comme ça vous est illustré dans l'image à droite, du tube à rayons X au-dessus du sein qui est comprimé. Donc ça va reconstruire des images qui sont millimétriques, un peu sur le principe du scanner. Et cette technique, elle a montré qu'elle améliore le taux de détection des cancers du sein en globalité, mais elle est tout à fait adaptée aux présentations typiques des carcinomes lobulaires, notamment les problèmes d'architecture, les lésions qui sont subtiles, elle va faire progresser le diagnostic. Elle pose le problème d'une augmentation modérée mais substantielle de la dose de rayonnement X qui est délivrée au sein. Ça explique pourquoi elle n'est pas encore complètement déployée de manière générale en dépistage. Ça serait tardé, je pense, très prochainement. Autre évolution de la mammographie. Alors non, ça c'est une image, un exemple que je voulais vous montrer. Donc là aussi, vous avez le signe du clip, hein, parce que sinon, effectivement, c'est compliqué. Cette patiente a une lésion du sein qui est repérée. Vous voyez qu'on même professionnel, on ne voit pas bien. Et en tomosynthèse, c'est l'image à droite. Il y a un nodule qui est perceptible beaucoup plus franchement que sur la mammographie standard, avec un aspect de convergence, ce qu'on appelle un aspect stellaire, c'est-à-dire un peu en étoile, c'est-à-dire que ça retracte les tissus voisins. On repère donc une lésion plus facilement sur ce type d'image. Autre évolution, c'est l'angiomammographie. C'est la combinaison de la mammographie habituelle avec l'injection d'un produit de contraste, qui est un produit équivalent à ce qu'on utilise au scanner. Et on va recombiner les images acquises pour effacer le signal du tissu mammaire normal. Vous voyez ici, c'est un sein assez dense sur l'image de gauche, pour ne garder que les zones qui ont capté le produit de contraste. Vous voyez, c'est l'image de droite. Donc, il y avait un petit nodule en profondeur du sein et l'injection a fait rehausser un nodule additionnel qui n'était pas connu, qui est plus proche du mamelon, qui est la deuxième flèche qui vous le montre. Donc, c'est très utile dans les seins denses. C'est quelque chose qui est facile à faire pour les patients qui sont fragiles, qui ont des contre-indications à l'IRM.
c'est tout à fait performant et c'est dans nos recommandations une alternative validée à l'IRM. Voilà un autre exemple. Vous voyez un sein pas très dense, mais là aussi il y a une anomalie qui n'est pas si évidente. On perçoit bien la symétrie des seins. Vous voyez bien qu'il y a un sein droit qui est un peu plus petit que le gauche. Donc là, c'est un élément important si la patiente nous signale que c'est récent ou que ça s'est constitué récemment. À l'échographie, vous avez à droite l'image d'une plage qui est hypoéchogène, ici, qui est soulignée par la mesure de la lésion. Non. Et donc, qui est large, hein, beaucoup plus que ce qu'on voyait à la mammographie. C'est confirmé par l'IRM avec une atteinte, vous voyez, qui concerne toute la largeur du sein dans les cadrans supérieurs. Donc là aussi, on comprend bien le bénéfice de l'IRM. Alors, quid de l'intelligence artificielle? Si vous avez entendu parler, on a de plus en plus à disposition maintenant, en pratique, des logiciels d'aide au diagnostic. Mais en fait, ils sont la même limite que nous. C'est-à-dire que si la technique de mammographie échoue à montrer la lésion, même un algorithme d'intelligence artificielle aura du mal à détecter la lésion. C'est quand même une aide. Vous voyez qu'il l'a quand même indiqué ici. Il n'a pas tout à fait bien apprécié le risque de malignité, puisqu'il aurait sinon attribué un score beaucoup plus élevé à cette lésion. Voilà, pour terminer la question des biopsies, là aussi, il y a un enjeu important. Quand on cible en biopsie un carcinome qu'on appelle non-spécifique ou usuel, qui se traduit par une masse, comme vous avez à gauche, vous voyez, qui est très bien définie, qui est pleine, qui réalise un vrai volume. Une fois que l'aiguille est bien en place, on sait bien qu'on va avoir un résultat fiable et auquel on va pouvoir donc se référer pour la suite de la prise en charge. Quand vous avez une lésion de type carcinome lobulaire infiltrant qui va, comme je vous l'ai montré et comme Anne va vous l'expliquer, se développer plutôt sur le plan sous la forme d'une toile d'araignée avec des lésions discontinues, là on a effectivement des risques de passer entre les mailles et d'avoir des biopsies non contributives et qui vont potentiellement poser le problème de faussement réassurer les patients. Donc il faut absolument effectivement progresser sur le plan d'imagerie pour avoir une cible bien clairement identifiée et avoir des prélèvements qui soient contributifs et auxquels on puisse se fier. Voilà, donc pour conclure, les caractéristiques du carcinome lobulaire pathologique, elles expliquent les limites de nos techniques d'imagerie, particulièrement de la mammographie. Il y a des progrès technologiques, il y a des techniques auxquelles se référer et le contexte clinique est très important. Donc, s'il y a des symptômes qui ne sont pas expliqués, il faut savoir pousser les explorations et c'est validé par nos recommandations. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation, mais extrêmement importante. Quelques peut-être une question globale et juste pour les messages clés. On a vu qu'il y a vraiment cette question du diagnostic qui n'est pas si simple et avec la mammographie qui ne suffit pas forcément pour pouvoir bien repérer un cancer lobulaire. Vous finissiez par cette image de la toile d'araignée. C'est vraiment une image que les patients justement du groupe lobulaire européen souhaitent qu'on ait aussi en tête. C'est-à-dire que même avant 50 ans, on s'imagine toujours que c'est une boule qu'on va avoir dans le sein. Ça peut être d'autres sensations dans le sein, d'autres modifications. Et du coup, on peut imaginer que voilà, c'est important de se dire que le cancer n'est pas forcément une boule et que du coup, il va être repéré en tant que tel par la suite. Et vous avez souligné l'importance de l'échographie qu'on fait assez facilement en France, voire de l'IRM, notamment pour les personnes qui ont des seins denses. Donc, quand même, est-ce que vous pouvez nous redire, parce que dans le chat, il y a quand même des discussions, qu'est-ce que ça veut dire la densité? Est-ce que c'est beaucoup de graisse? Est-ce que c'est pas du tout de la graisse? Et aussi, est-ce que cette densité, elle évolue avec l'âge? Puisque Paul Cotu nous l'a montré, il y a plutôt plus de patientes qui sont détectées avec un cancer lobulaire avec le temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la densité? Est-ce que toutes les femmes, j'allais dire, qui vont chez un gynéco ont l'information de leur densité mammaire? Est-ce qu'on doit toutes le demander au cas où on ne le saurait pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu familial ou pas du tout?
Alors, la densité, donc c'est un peu l'opacité de la glande mammaire aux rayons X, donc la facilité avec laquelle les rayons X traversent ou ne traversent pas le sein. Donc, vous avez vu l'impact sur l'image entre un sein qui est très noir, très graisseux, ou un sein très dense. Donc, c'est quand même un peu associé au morphotype, c'est-à-dire que les patientes qui sont un peu rondes, elles ont quand même plus souvent un sein clair et au contraire, donc les femmes un peu minces, plutôt les seins denses, mais il y a aussi des facteurs individuels, familiaux. Il peut y avoir des influences hormonales également. Après la grossesse, les patients ont souvent des seins plus clairs qu'auparavant. Donc ça, c'est très variable. Une patiente peut avoir une densité qui change. Ça peut dépendre des appareils de mammographie aussi. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est une bonne pratique que le radiologue la mentionne dans le compte-rendu de mammographie. Donc, normalement, en texte d'interprétation des résultats, la densité de A à D est indiquée dans le compte-rendu de mammographie. Merci beaucoup pour ces précisions. Et puis du coup, on voit, comme pour faire écho au témoignage qu'on a eu, une discordance entre ce que je ressens et une mammographie qui apparaît comme normale doit nous inciter, nous aussi en tant que patients, à insister, si besoin était, pour continuer à explorer les choses. On aura plein d'autres questions, mais on va continuer nos différents exposés. Ne vous inquiétez pas, on les note. Continuez à poser vos questions, s'il vous plaît, dans l'onglet questions. Ça facilitera pour nous, avec Oriane, le fait de remonter toutes vos questions tout à l'heure. Donc, on va passer la parole maintenant au professeur Anne-Vincent Salomon qui va nous expliquer ce qu'elle voit sous les lames de ces fameuses biopsies. Et on a compris aussi que c'était pas si simple de biopsier un lobulaire en toile d'araignée. Donc, voilà. Bon, déjà, juste pour redire un mot sur cette journée du 15 octobre, c'est vraiment un vrai accomplissement de nos collègues, et des associations de patientes américaines du LBCA. Comme le disait Paul, c'est le continent nord-américain et elles nous ont embarqués, nous les Européens. Et donc aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il y a des événements comme celui que nous avons en ce moment pour augmenter le niveau d'information des femmes atteintes de cancer lobulaire. Voilà, donc en quelques mots, qu'est-ce qu'on voit effectivement sous le microscope? Donc, vous avez compris, c'est quand même 10 à 15% de tous les cancers infiltrants du sein et c'est la classification histologique des cancers du sein. Donc, ce n'est pas la classification moléculaire, luminale, basal-like, HER2, qui est peut-être mieux connue de la communauté des patientes. Et alors, finalement, qu'est-ce que c'est que ce cancer? C'est des cellules tumorales qui ne sont pas accrochées les unes aux autres. Dans notre jargon, on dit dyscohésives. Donc, Paul a déjà montré et Caroline ont montré déjà des images. Les cellules ont perdu la fermeture éclair qui les accroche les unes aux autres. Et cette fermeture éclair, c'est ce qui s'appelle la protéine eucadérine. Et les cellules tumorales ont perdu cette eucadérine dans à peu près 85% des cas. Donc, les pathologistes, sous le microscope, étudient à l'aide d'une technique pour montrer certains marqueurs. Et on a un témoin interne ici des cellules normales de la eucadérine, donc c'est marron. La fermeture éclair, c'est le petit trait qu'on voit entre les cellules normales. Et là, les cellules tumorales, elles ont perdu cette fermeture éclair. Alors, de ce fait, il y a plusieurs types de conséquences. Et la première d'entre elles, c'est qu'elles infiltrent de façon insidieuse le tissu adipeux du sein, puisque le tissu gras constitue une grande partie du volume du sein. Et les cellules tumorales infiltrent entre les cellules adipeuses. Donc, ce qui est des petits ronds blancs, là, les petits sacs blancs, c'est le tissu adipeux, les adipocytes, le gras du sein. Et on voit que les cellules tumorales se mettent entre les adipocytes. Alors que dans un cancer de type canalaire ou de type infiltrant non spécifique, les cellules tumorales, elles sont entourées de ce que nous, on appelle dans notre jargon un stroma desmoplasique. Et dans les lobulaires, il y a une réaction stromale minime, d'où la difficulté des collègues radiologues à dépister en mammographie cette maladie. Et à la palpation, exactement comme dit Paul.
Donc, c'est pour ça que le témoignage de Françoise Fégère est vraiment bouleversant, parce que nous, on sait pourquoi elle sentait quelque chose de différent. Elle disait au médecin qu'il y avait quelque chose de différent, mais ni le radiologue, ni le collègue clinicien ne palpait une boule, et du coup, lui disait « mais non, mais tout va bien ». Alors ensuite, après, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu particulier? Les tumeurs, on compte sous le microscope que ces tumeurs sont plus souvent de grade 1 ou 2, dans 85% des cas. On va dire qu'elles sont luminales, mais en fait, elles ont des différences avec les autres tumeurs luminales. Elles prolifèrent peu. Elles expriment les récepteurs aux œstrogènes dans plus de 95%. Elles sont HER2 négatives également dans 95% des cas. Et elles sont HER2 low de façon un peu moins fréquente que les autres types de cancers. Et puis, Christine va y revenir sur les autres particularités moléculaires. En tout cas, il y a aussi quelque chose qu'on a étudié et qui est frappant. Les lymphocytes associés à la tumeur sont associés à un plus mauvais pronostic que dans les carcinomes infiltrants de type canalaire. Et on commence à comprendre pourquoi, mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la recherche et qui est en cours de compréhension. Et puis, pour compliquer les choses, parce que si c'était trop simple, ce serait trop bien, mais non seulement il y a cette forme de cellules indépendantes les unes des autres qui sont donc sans fermeture éclair les unes avec les autres, il y a aussi différents types histologiques et on est en train de travailler grâce à ce groupe de travail européen qui s'est accroché au groupe américain également et australien pour vraiment faire une task force importante. On essaye de mieux standardiser le diagnostic des cancers lobulaires infiltrants. Et Paul, tu l'as dit, l'âge de survenue est plus tardif, la taille est plus importante. Caroline, tu l'as dit, ça fait cette espèce de toile d'araignée. Et nous, pathologistes, on voit que les tumeurs sont plus souvent multifocales et volontiers bilatérales. Voilà. Et la survenue de métastases à des endroits également un peu différents, le long du tube digestif, au niveau des ovaires ou au niveau des méninges, ou dans les séreuses, donc la plèvre ou la muqueuse qui fait glisser tous les organes entre eux au niveau de l'abdomen, c'est le péritoine, et plus souvent le site de métastase à cet endroit-là. Voilà, donc l'absence de réponse à la chimiothérapie néoadjuvante est également un problème. Alors, Christine est venue me chercher, et jamais je lui dirai assez merci, pour faire ce lobulaire réseau européen, le Lobulaire European Breast Cancer Consortium, avec le chercheur Patrick Derksen qui a consacré toute sa vie, comme la professeure Christine Desmet, à mieux comprendre la biologie de ces cancers. Et donc, on a vraiment une dynamique, une synergie qui est extrêmement précieuse parce qu'on gagne en compréhension de cette maladie. Et on accomplit pas à pas des pas qui étaient de fourmis et qui deviennent des pas de géants. Et ce consortium, il est vraiment fait de patientes, de chercheurs, de cliniciens autour de la thématique lobulaire pour partager les nouveautés médicales, scientifiques. C'est une recherche multidisciplinaire. Et on essaye comme but de faire en sorte qu'il y ait des essais cliniques dédiés au cancer lobulaire pour que les femmes, vous soyez mieux prises en charge. Et donc, c'est avec un immense plaisir que Christine, on va t'écouter. Et voilà, c'est extrêmement important de transmettre ce message. Il y a un problème avec les réseaux de patientes là, c'est que tout est en anglais. Mais on a effectivement notre collègue, notre patiente Hélène Bonval qui, elle, parle anglais, donc qui représente, et puis Laure, au niveau de mon réseau cancer du sein et au niveau du collectif Triplette Rose, on va vraiment relayer l'info. Françoise Fégère est bouleversante avec son histoire, sa BD est juste géniale. On va la traduire en anglais et essayer de la diffuser de façon la plus large possible. Et grâce au collectif Triplette Rose, grâce à mon réseau cancer du sein, grâce à toi, Oriane, on essaye de transmettre de l'info. Faut pas que vous ayez l'impression d'être toute seule. Voilà, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer ce soir et que mettez-vous à l'anglais. Voilà. Christine, on t'écoute et tu as l'immense privilège, toi, de parler 3 ou 4 langues. Donc, on t'écoute en français et merci pour ça. Votre micro est coupé, Oriane.
Ouais, on t'entend pas. Desmet, on vous laisse la parole tout de suite, je disais. Oui, parfait, parfait. Mais tout d'abord, un tout grand merci pour l'invitation et c'est vraiment un plaisir de parler pour vous tous, pour vous toutes ce soir. Et voilà, on a essayé d'être assez complémentaires dans nos présentations pour essayer de couvrir un peu tous les différents aspects. Donc, en fait, moi, je vais... voilà. Attendez, voilà. Donc, en gros, moi, je vais vous parler un petit peu de différences biologiques entre les cancers du sein lobulaires par rapport aux autres cancers du sein. Mais quand je parle de différence, on essaie chaque fois de voir est-ce qu'il y a dans ces différences une potentielle opportunité thérapeutique. Donc, on essaye de creuser pour voir qu'est-ce qui pourrait être en fait une opportunité dans ces différences-là. Comme Anne l'a dit, voilà, ça fait plusieurs années que nous faisons toutes les deux parties, que nous menons, voilà, qu'on essaye de faire avancer la recherche sur le cancer lobulaire au niveau européen, mais pas seulement au niveau européen. Donc, nous collaborons vraiment de manière presque journalière aussi avec nos collègues aux États-Unis et dans les autres parties du monde. Donc, c'est quelque chose maintenant, je crois, qui a vraiment pris de l'ampleur ces dernières années. Je crois que c'est quelque chose aussi maintenant on refuse en fait aussi qu'on appelle le cancer du sein lobulaire un cancer rare. Parce que pendant trop longtemps, on a appelé un cancer du sein lobulaire comme un cancer rare, mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, 15% du cancer le plus fréquent chez les femmes n'est pas un cancer rare. Et donc, nous nous battons pour qu'il y ait autant de reconnaissance que pour tous ces autres cancers qui ont leur réseau, leur attention, leurs sources de financement. Donc voilà, ça c'est très important. Anne l'a déjà très bien expliqué aussi que voilà, nous essayons d'avancer aussi avec les patientes, avec ces patientes qui représentent voilà, différents groupements de patientes. Et un des objectifs qu'on s'était mis au début aussi était de faciliter la compréhension en fait de cette maladie. Et donc c'est pour ça que dès le début, nous avons travaillé vraiment dans plein de pays différents. Et je crois que pour l'instant, nous avons déjà donc ce dépliant, si vous voulez, qu'on a réalisé pour qu'est-ce qu'un cancer lobulaire. Il existe en français, mais il existe aussi maintenant en 14 autres langues aussi. Et c'est disponible sur le site, ça peut être téléchargé, ça peut être partagé, ça peut être aussi pour les patientes, pour la famille et même pour les médecins. Parce qu'on s'est rendu compte que souvent aussi, il y avait encore un manque de connaissances, même pour les médecins ou pour les chercheurs. Mais voilà, je rentre maintenant dans le vif du sujet. J'ai assemblé 7 éléments pour vous, pour montrer des différences en fait au niveau de la biologie et pourquoi ces différences pourraient avoir une implication thérapeutique. Donc tout d'abord, on sait que chaque cancer a certaines mutations dites somatiques. Donc les mutations somatiques, des mutations qu'on ne retrouvera que dans les cellules tumorales, ce n'est pas comme les mutations héréditaires. Donc dans ces mutations somatiques, chez les tumeurs lobulaires, on trouvera principalement des mutations dans les cadérines. Les cadérines, donc Anne vous a très bien expliqué que c'était cette petite fermeture éclair qui était responsable d'avoir une bonne cohésion entre les cellules tumorales et cette cohésion entre les cellules tumorales est donc perdue dans les tumeurs lobulaires. Et donc, ce gène-là, c'est le gène le plus muté et c'est vraiment la caractéristique, on va dire, au niveau génomique des tumeurs lobulaires. Maintenant, quand on perd quelque chose, c'est très difficile, par exemple, d'aller cibler quelque chose qu'on a perdu avec un médicament, si ce n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire à ce moment-là? C'est de travailler sur le principe, accrochez-vous, c'est un mot compliqué, mais je vais vous expliquer. On essaye de travailler avec le principe de létalité synthétique. Ça veut dire, je vais vous lire la définition, donc c'est en fait le cas de mort cellulaire qui résulte de la déficience de 2 ou plusieurs gènes, mais aucune déficience d'un seul de ces gènes n'ayant cet effet-là. Donc ici, les chercheurs, et surtout les chercheurs par exemple en Angleterre, ont essayé d'étudier, ok, chez les tumeurs lobulaires, on a déjà cette déficience de leucadérine. Quelle déficience est-ce qu'on pourrait ajouter sous forme thérapeutique pour faire que les cellules cancéreuses lobulaires meurent? Et donc, sur base de ces différentes études-là, ils ont déjà identifié plusieurs cibles thérapeutiques potentielles et 2 études sont déjà en cours, l'étude Rollo
chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique lobulaire, l'étude Rosaline chez les patientes atteintes d'un cancer précoce. Et puis, il y a une nouvelle étude aussi, RIPLOT, qui va démarrer aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment déjà quand même un grand pas en avant. Après, il faudra voir est-ce suffisant ou pas, est-ce qu'il faudra combiner ça à d'autres thérapies, mais les résultats de ces études-là vont déjà nous permettre d'apprendre beaucoup de choses pour voir si c'est une approche utile. Attendez, je pousse sur le mauvais bouton. Voilà. Alors, la deuxième chose aussi qui est tout à fait à voir avec donc les cadérines et qui est cette perte d'adhésion cellulaire. Anne l'a mentionné aussi très bien, les cellules tumorales lobulaires ont tendance à vraiment infiltrer le tissu adipeux. Cela a des conséquences aussi, qu'il y a plus de contact avec les adipocytes. Les adipocytes, ce sont toutes ces cellules, toutes ces cellules blanches que vous voyez sur l'écran. On les appelle aussi les cellules adipeuses. Et en fait, ce n'est pas juste qu'elles circulent là et qu'elles prennent un autre chemin. Non, il peut y avoir des interactions entre les cellules tumorales et les cellules adipeuses. Et par exemple, une de ces interactions peut faire qu'il peut y avoir une délipidation de ces adipocytes qui vont transférer des acides gras vers les cellules tumorales qui vont pouvoir utiliser ça encore pour leur croissance. Et donc, un des aspects qui a été démontré aussi, c'est que le métabolisme des cancers lobulaires est différent des autres cancers. Et il y a plusieurs groupes qui étudient ça aussi pour l'instant comme une possibilité thérapeutique à explorer. Une troisième chose, donc je vous avais déjà parlé des mutations somatiques. Après la mutation de la cadérine, un des gènes qui est muté beaucoup plus fréquemment aussi dans les tumeurs lobulaires que dans les autres tumeurs, c'est le gène HER2. Et donc ici, je vous avais un peu remis les pourcentages. Donc dans les cancers primaires, on a à peu près 4-5% des cancers lobulaires qui présentent une mutation HER2, mais ça par rapport à juste 1 max 2% dans les autres tumeurs. Par contre, quand le cancer du sein lobulaire est métastatique, là on monte vers 15%. Donc c'est déjà beaucoup plus fréquent par rapport à 4 ou 5% dans les autres cancers. Même si c'est une mutation, et on peut se dire qu'une mutation, c'est tellement petit, mais le fait qu'il y ait une petite mutation, ce sont des mutations qui sont présentes à des endroits très cruciaux de la protéine. Et donc, c'est pour ça que ça peut avoir un impact énorme sur toute la signalisation qui va se passer dans la cellule. Et c'est pour ça qu'une petite mutation peut avoir vraiment une grosse implication sur la prolifération, le pouvoir de prolifération des cellules tumorales. Mais là, de nouveau, ça a une opportunité thérapeutique pour cibler spécifiquement les tumeurs qui sont atteintes d'une mutation HER2. Ça a déjà été démontré avec des résultats dans l'étude MUT-R. Ça, c'était une étude chez les patientes métastatiques. Et pour l'instant, il y a une nouvelle étude qui est lancée aux États-Unis qui va vraiment aller étudier ça vraiment dans un stade plus précoce, dans le stade néoadjuvant. Donc là, ça représente vraiment aussi une opportunité importante. Alors, il faut savoir aussi que maintenant, un grand progrès qui a été fait ces dernières années sont tous ces nouveaux conjugués anticorps médicaments qu'on appelle en anglais Antibody Drug Conjugate et que vous verrez aussi souvent abréviés comme ADC. Donc, il y a eu des développements très importants. Donc, comment ça marche ces médicaments-là? En fait, ce sont des anticorps qui vont aller reconnaître un antigène bien spécifique et qui vont emmener un petit peu de, on peut dire la plupart du temps, de chimiothérapie qui vont aller déposer à cet endroit-là. Le but, c'est d'avoir un petit peu un missile magique qui, du coup, ne ciblera que les cellules qui ont cet antigène, mais qui épargneront les tissus qui ne l'ont pas. Et comme ça, de limiter les effets secondaires. Un des médicaments qui, pour l'instant, a été approuvé pour le cancer du sein est le trastuzumab deruxtecan. Et comme Anne l'a démontré, il y a quand même presque la moitié des patientes qui présentent une tumeur lobulaire au niveau primaire, précoce, qui expriment un niveau suffisant de HER2 que pour pouvoir être traitées par ce traitement-là, ce qui est très positif. Ce qu'on a vu de notre côté, c'est qu'au niveau métastatique, chez les patientes donc lobulaires métastatiques, on a trouvé que presque chez toutes les patientes, il y a au moins un certain pourcentage qui exprime HER2 et que donc ça pourrait représenter aussi au niveau métastatique quand même pour les patientes lobulaires un traitement très intéressant.
Néanmoins, ces conjugués anticorps médicaments sont ici très intéressants parce qu'ils pourraient avoir le potentiel de cibler des cibles qui seraient spécifiques pour les lobulaires. Et ça, c'est une recherche qu'on est en train de faire aussi et qu'après, on étendra en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques pour le développement futur. Alors, quand vous avez des cellules, les cellules sont toujours, pouvez-vous les imaginer comme ça, vous avez la membrane. Sur la membrane, vous avez différents récepteurs qui sont mis là. Et dans les récepteurs, il va chaque fois y avoir des facteurs de croissance ou d'autres facteurs qui vont se lier à l'extérieur des récepteurs. Et tout cela va introduire une cascade de signalisation qui va induire une certaine communication dans la cellule. Ce qui se passe dans le cas des cancers, c'est que souvent, les cellules reçoivent des signaux pour activer la prolifération, activer la division cellulaire. Ce qui a été démontré par le groupe de Patrick Derksen, par exemple, qui est notre collègue et notre co-chair pour le réseau européen, c'est qu'en fait, les tumeurs lobulaires ont une activation presque continue de cette voie PI3K-AKT. Et cela était très intéressant parce qu'il y a maintenant des nouvelles thérapies qui ciblent spécifiquement cette voie-là, telle que, par exemple, la molécule qui vient d'être approuvée il n'y a pas tellement longtemps, le capivasertib. Pour la plupart des autres cancers, cette molécule a été approuvée que s'il y avait une présence de certaines mutations de molécules importantes dans cette voie PI3K-AKT. Néanmoins, nous croyons que ce médicament pourrait marcher indépendamment de ces mutations-là, vu que nous avons observé qu'il y avait une activation indépendamment des mutations qui sont présentes dans cette voie de signalisation-là. Et donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est étudié pour l'instant dans l'étude allemande Lobster, qui est une étude préopératoire. Et il y a aussi une étude américaine qui est sur le point de se mettre en route. Alors, comme on le sait, une tumeur n'est pas composée uniquement de cellules tumorales. C'est aussi composé d'autres types cellulaires. Il y a des cellules immunes, il y a des cellules adipeuses, comme je vous l'ai dit, et il y a des cellules qui vont faire des vaisseaux sanguins, il y a des fibroblastes, des macrophages. C'est peut-être chinois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important, et c'est très important de ne pas se concentrer que sur les cellules tumorales. Parce que maintenant, ce qui est clair, c'est que aussi ce micro-environnement tumoral est différent entre des tumeurs lobulaires par rapport aux autres tumeurs. Et donc là, particulièrement, il y a un intérêt particulier qui est développé pour les macrophages, les fibroblastes et les lymphocytes. Et avec une recherche vraiment fascinante qui est aussi menée à l'Institut Cori concernant les fibroblastes. Donc là, à nouveau, on va étudier pour voir si cela pourrait être une piste, en fait, aussi thérapeutique. À côté du micro-environnement tumoral, il y a aussi ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble des molécules extracellulaires qui sont sécrétées par ces différentes cellules du micro-environnement tumoral et qui fournissent le support structurel, en fait. Et donc, c'est ce qu'on sait aussi, ce qui a été démontré de manière très élégante aussi par le groupe de Catherine Brisken et Georges Slomos en Suisse, c'est que cette modulation de la matrice extracellulaire était vraiment caractéristique pour les tumeurs lobulaires. Et ils ont démontré qu'il y avait une de ces molécules, donc l'OXL1, qui est surexprimée chez les tumeurs lobulaires. Et ça a un intérêt thérapeutique car cela peut être inhibé. Et ils ont démontré dans leurs études à ce stade-ci préclinique que cela pouvait réduire le potentiel invasif des cellules tumorales, que ça pouvait réduire aussi d'autres caractéristiques plus agressives. Voilà, donc ça, c'était les 7 points que je voulais juste mettre en avant parce qu'on m'avait demandé de rester en dehors les 10 minutes. Il y en avait encore plus. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on peut très facilement imaginer que s'il y a autant de différences biologiques à différents niveaux entre les tumeurs lobulaires et les autres tumeurs du sein, qu'on peut aussi s'attendre à ce que tous les médicaments qui sont déjà utilisés n'aient pas la même efficacité. Le problème, c'est qu'on manque d'études pour comparer en fait l'efficacité de la plupart des médicaments qui sont déjà utilisés et de ceux qui ont été récemment approuvés. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait récemment
démontré avec un groupe de collègues de l'ELBCC, du consortium européen, avec des représentantes de patientes et avec des collègues aussi américaines. Et donc, clairement, en fait, il manque dans les études cliniques, tout d'abord, un manque de documentation du nombre de patientes lobulaires participant à des études cliniques. Souvent, aussi, en fait, les patientes lobulaires sont exclues, en fait, des études métastatiques très fréquemment à cause des problèmes liés à l'imagerie médicale, vu que la plupart des critères d'éligibilité demandent des lésions qui soient bien mesurables selon ces critères RECIST 1.1, ce qui est souvent difficile en fait pour les tumeurs lobulaires. Et aussi, sur la plupart des études reportées, qui reportaient alors la proportion de patientes lobulaires, il y a très peu ou pas d'analyses rétrospectives qui sont faites pour explorer un potentiel, pour explorer en fait l'efficacité des médicaments chez les patientes lobulaires spécifiquement. Donc voilà, je vais vous remercier pour votre attention et voilà, je répondrai avec plaisir à quelques questions. Alors, vraiment un immense merci pour cette présentation qui est quand même pleine d'espoir. On voit la dynamique de votre recherche et des pistes potentielles. Alors, ça m'amène à faire un gros clin d'œil appuyé à Claude, parce que dans ce que vous venez de décrire, et à Hélène qui est en ligne aussi, c'est aussi cette importance que les patients touchés par ces cancers lobulaires, qu'on est de plus en plus invités à dire, et la recherche, etc., qu'on insiste. Puis je pense que l'Institut des cancers des femmes va particulièrement, j'imagine, travailler aussi sur ces questions. Il faut qu'on ait plus d'études, plus de données, que les patients puissent accéder aux essais cliniques. On parlait samedi dernier lors de la journée du cancer du sein métastatique du fait qu'il y a quelque temps, les patients qui avaient des métastases cérébrales ne pouvaient pas rentrer dans les essais. Aujourd'hui, heureusement, c'est quelque chose qui bouge. Et du coup, on voit d'ailleurs qu'il y a des nouvelles thérapeutiques qui marchent tout à fait bien sur ces métastases cérébrales. On pourrait très bien imaginer qu'au lieu d'exclure les patientes lobulaires, on fasse en sorte que leur imagerie soit mieux adaptée et qu'on puisse les inclure dans ces essais pour j'allais dire, pouvoir trouver ces nouvelles pistes de traitement. Vous avez souligné qu'il y avait pas mal de traitements déjà disponibles ou à venir. C'est l'occasion aussi de dire que typiquement pour les inhibiteurs PIK3 kinase, nous en France, on n'a pas d'accès. C'est-à-dire qu'il y a eu des essais cliniques, mais l'accès précoce a été refusé. Donc là aussi, je fais un clin d'œil pour le coup à Véronique qui est en ligne, qui nous aide pour faire des contributions à la Haute Autorité de Santé. C'est extrêmement important que les patients aient conscience qu'on a besoin d'essais, mais on a aussi besoin pour les médicaments prometteurs de pouvoir les présenter et les défendre. Donc, c'est pas du tout si facile que ça. Et ça montre, on va dire, les rôles aussi divers de nos différentes associations. Trouver un essai clinique, c'est pas facile. Donc, je laisserai Claude à la fin peut-être représenter, par exemple, Clinéo et son intérêt. Mais je dirais passer peut-être à des questions. Il y a eu de très nombreuses questions. Je sais qu'Oriane en a déjà listé un certain nombre qu'elle va vous poser aux différents orateurs. Mais moi, une question pour le moléculaire, le biomoléculaire, pour vous, professeur Desmet. Est-ce que finalement, il y a eu une question tout à l'heure sur est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui seraient utiles aussi au diagnostic? C'est-à-dire que là, on a vu plutôt peut-être des pistes thérapeutiques, mais est-ce qu'il y a des choses qui aideraient l'imagerie, quelque chose que, je sais pas, un biomarqueur circulant? Est-ce que le CA15-3 est différent? Est-ce qu'il y a des choses comme ça plutôt sur le côté diagnostic? Je crois au niveau du diagnostic, la plupart des traitements dont je vous ai parlé plutôt innovateurs, ils ont commencé chaque fois à être évalués dans la maladie métastatique, comme la plupart en fait des médicaments. Donc ça c'est sûr. Par exemple, je crois que ce qui est rassurant, c'est si par exemple pour les patientes qui ont une tumeur HER2 mutée, là on avait démontré que ça pouvait quand même être associé à une survie à court terme plus péjorative. Et donc, si par exemple, là, ça pouvait être associé, en fait, si cette nouvelle molécule pouvait démontrer qu'elle était efficace dans le setting néoadjuvant, alors ça pourrait être très intéressant. Maintenant, je crois qu'il faut aussi bien comprendre quel pourrait être l'impact justement de tout ce qui est vu à l'imagerie par rapport aux caractéristiques des tumeurs. Donc ça, c'est aussi une autre étude qu'on fait, essayer de bien comprendre, par exemple, quelles sont les différences au niveau biologique d'une tumeur lobulaire dans un sein très dense par rapport à une tumeur lobulaire
dans un sein qui n'est pas dense du tout, est-ce que ça a des implications? Mais voilà, pour l'instant, pour vous dire vraiment exactement un élément supplémentaire, non. Là, ça... Oui. Je crois qu'un diagnostic Pour le précis est important. Oui, voilà, c'est la base. C'est ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire avec tous les pathologistes. Oui. Mais surtout que les patientes qui nous écoutent là ne s'inquiètent pas. À partir du moment où le radiologue a vu la lésion et qu'il a fait une biopsie, les pathologistes, dans l'immense majorité des cas, savent poser le diagnostic. Néanmoins, on a constaté qu'il pouvait y avoir des façons un peu différentes de caractériser les cancers lobulaires et en particulier peut-être de faire le diagnostic par excès. Et là, on a beaucoup publié là, tout pendant l'année qui vient d'écouler pour augmenter le savoir-faire des collègues pathologistes et on enseigne en ce sens et on poursuit les travaux. Donc là, il faut quand même ne pas s'inquiéter sur le côté purement diagnostic du prélèvement pathologique, la biopsie qui est faite ou la pièce opératoire, les pathologistes savent faire. Ça, il faudrait pas s'inquiéter pour ça. C'est vraiment du côté des radiologues que le travail est aussi très actif. Voilà. Merci beaucoup à tous et toutes. Alors, il y a effectivement énormément de questions. On va commencer peut-être parce qu'il y a des questions sur les symptômes, sur la prise en charge, sur le suivi. Donc, on va le prendre par ordre chronologique. Pour les symptômes, comme vous avez dit que on ne pouvait pas, c'était en forme d'étoile et que c'était compliqué à diagnostiquer au toucher parfois, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents symptômes qui doivent qui doivent alerter et faire consulter son médecin. S'il vous plaît, vous nous en aviez parlé de quelques-uns, notamment la rétractation du mamelon, etc. Mais si vous pouvez nous faire un panorama et nous rappeler tous ces symptômes, ça serait super. Alors, on n'aura pas vocation à être exhaustif, mais simplement rappeler quelques éléments de bon sens. La première chose, c'est qu'un symptôme qui doit attirer l'attention, c'est un symptôme qui dure. C'est-à-dire que des phénomènes douloureux, ça arrive ponctuellement chez tout le monde. Il y a un tas de petites lésions bénignes du sein qui vont et qui viennent et qui disparaissent spontanément, mais un écoulement qui ne disparaît pas, une déformation progressive de la glande mammaire, des modifications de volume, comme ça a été bien rappelé par Caroline, une modification du mamelon, par exemple, la palpation d'un ganglion sous le bras lorsqu'on fait sa toilette, par exemple. Mais tout ça étant durable, alors qu'est-ce qu'on appelle durable? Durable, c'est au moins quelques semaines, si vous voulez, doit faire consulter son gynécologue et parfois, sûrement, devoir un peu insister, c'était bien l'histoire de Françoise tout à l'heure, devoir un peu insister pour aller au bout d'un diagnostic. Autrement dit, se faire confiance à soi. Si on perçoit un symptôme, finalement une modification sensitive, visible, palpable, autopalpable du sein et des ganglions autour, quelle qu'elle soit, et qui ne passe pas toute seule, il faut insister pour avoir un diagnostic. Ça peut être bénin dans beaucoup de situations. Il y a beaucoup de pathologies bénignes du sein, et on ne va pas faire un catalogue, c'est sans fin, qui donnent des signes tout à fait similaires et qui peuvent être des pathologies chroniques. Mais l'idée, c'est de ne pas rater le cancer. Et c'est ça qui doit attirer l'attention et faire en sorte qu'on insiste, parfois un peu, embêtez vos médecins, on est là pour ça, auprès du gynécologue, du médecin traitant et du radiologue. Alors, je vais embêter un peu notre radiologue. On a pas mal de questions sur le suivi. Hélène Bonval nous l'avait fait remonter comme étant une préoccupation de l'équipe européenne des patientes, mais Valérie en parle également. Si la mammographie n'est pas un si bon examen, en tout cas pas toujours suffisant pour le diagnostic, du coup, quid du suivi? Parce que j'ai un cancer localisé, lobulaire, du coup, vous me faites une mammo, donc est-ce suffisant? Donc, cette question, et Valérie partage son expérience où là, dans son suivi, on lui propose mammo-écho et en alternance tous les 6 mois avec une IRM. Donc, est-ce que vous avez, par exemple, vous en France, une recommandation en termes de suivi des patientes
donc pour un cancer lobulaire localisé et ou slash pareil pour, enfin c'est pas les mêmes forcément, mais pour un suivi de patientes qui seraient avec une maladie avancée ou métastatique lobulaire. Quels sont les examens de suivi en fait? Alors, c'est tout à fait légitime, effectivement, de perdre confiance dans une modalité qui a échoué à montrer une lésion pour la surveillance, mais il n'y a pas de recommandations détaillées sur ce contexte. Effectivement, là, c'est la patiente et le clinicien qui juge qu'effectivement, il faut adapter la surveillance avec une modalité différente. Donc, à l'année prochaine avec les recos. Alors, je ne sais pas s'il faut un an pour faire des recos, mais ça serait super. Exactement. Là, on travaille à la mise au point des recommandations, la mise à jour des recommandations éditées et faites par Suzette Delaloge et Paul Cotu, et avec l'ensemble des collègues de Gustave Roussier et de l'Institut Curie, et qui sont après adoptées par un grand nombre de collègues, au moins en grande région parisienne, mais également un peu au niveau français. Donc, on va vraiment essayer de le faire encore mieux. Voilà. Merci. Alors, docteur Cotu, professeur Cotu, encore une question pour vous, notamment concernant la durée de l'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a une différence entre un cancer du sein qui n'est pas lobulaire et un cancer du sein qui est lobulaire? Est-ce qu'on continue l'hormonothérapie plus longtemps? Est-ce qu'il y a des recommandations à ce niveau-là? Alors, pas spécifiquement, pour un tas de raisons. La première étant que lorsqu'on a monté, conduit et suivi au long cours les essais d'hormonothérapie après traitement local du sein, la question du cancer lobulaire ne se posait pas en tant que telle. Donc finalement, aujourd'hui, la question de la prolongation de l'hormonothérapie, elle est posée selon deux critères majeurs qui sont la taille tumorale et le statut ganglionnaire, dont on a vu notamment pour la taille tumorale qu'elle était assez fréquemment plus importante dans les cancers du sein lobulaire. Donc via cette porte d'entrée, on sera probablement assez fréquemment, plus couramment enclin à proposer une hormonothérapie un peu prolongée. Et d'ailleurs, ça se traduit, on l'a vu, par le risque de rechute à très long terme qui est un petit peu plus élevé que les autres formes de cancer du sein. Est-ce que c'est lié à la nature lobulaire et aux caractéristiques biologiques telles qu'elles ont été synthétisées par Christine Desmet? Est-ce que c'est lié aux critères anatomiques conventionnels, la taille, le côté luminal, entre guillemets, dont on sait que c'est associé à un risque de rechute plus tardif et éventuellement à l'atteinte ganglionnaire? Ça n'est pas tranché aujourd'hui. Donc, ça n'est pas spécifiquement le côté lobulaire, mais bien les critères anatomocliniques classiques qui aujourd'hui entraînent une décision, en tout cas une proposition de prolongation de l'hormonothérapie. Peut-être à tort, mais on n'a pas d'autres éléments pour le faire en tous les cas. Moi, j'ai une question pour... merci beaucoup. Une question pour Anne-Vincent Salomon. En fait, Audrey nous dit, bah voilà, moi, on me diagnostique un cancer canalaire infiltrant, donc avec la biopsie, et puis à la chirurgie, on trouve du carcinome lobulaire infiltrant. Je sais combien, justement, en anapath, il y a la biopsie, mais il y a aussi tout le travail sur la pièce opératoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ça et comment ça se fait, entre guillemets, qu'on puisse trouver des choses différentes à la chirurgie? Alors déjà, le plus important pour la prise en charge thérapeutique, en l'occurrence, vont être les informations de la pièce opératoire. Donc Audrey ne doit pas s'inquiéter de ça. Maintenant, il est vrai qu'il y a plusieurs explications peut-être sur la biopsie. Le secteur, il faut imaginer que le radiologue, avec son appareil de biopsie, va aller biopsier peut-être 3 secteurs de la tumeur. Mais ensuite, quand on observe sur la pièce opératoire, on regarde toute la tumeur. Et il peut y avoir de l'hétérogénéité d'un point à l'autre de la tumeur. Et là, dans le cas d'Audrey, c'est peut-être effectivement la situation qui a été observée. Et peut-être que sur la pièce opératoire, le secteur lobulaire était tout à fait bien visible, alors que sur la biopsie, il avait porté que sur le petit secteur qui était de type canalaire. Et plus visible, là aussi, en imagerie. Donc, le radiologue a peut-être été guidé vers cette région de la tumeur. Donc, j'en ai pas du tout parlé, effectivement. Il peut y avoir une association
des deux types les plus fréquents, canalaire et lobulaire ensemble. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel, avec Christine et le groupe international des lobulaires, on veut travailler aussi sur une meilleure compréhension de cette maladie, voilà, qui est encore plus rare que le lobe. Et on a bien dit, et Christine, tu as entièrement raison, ce n'est pas une maladie rare, hein. 15% des patientes, ce n'est pas rare. Mais là, pour le coup, les tumeurs composites, canalaires et lobulaires, méritent d'être complètement étudiées. Voilà. Et qu'Audrey ne s'inquiète pas, ce qui va être le plus important pour sa prise en charge, c'est bien ce qui a été vu sur la pièce opératoire. Voilà. Super. Alors, j'ai encore une question pour le professeur Cotu. Dans la thématique des traitements, quelles sont les perspectives, professeur Cotu? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des données sur l'immunothérapie, sur les inhibiteurs de CD4-6, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui sont étudiées, déjà des signaux d'efficacité ou pas? Voilà. Alors, en fait, c'est Christine Desmet qui a très bien répondu à cette question définitive. Puisque ce qu'on sait des essais cliniques et donc des résultats des thérapeutiques les plus récentes est limité par le fait que les cancers lobulaires sont sous-représentés dans les essais cliniques récents. Donc c'est une limite de la connaissance. Aujourd'hui, et je vais vous faire la même réponse que pour la monothérapie, aujourd'hui, les indications thérapeutiques ne reposent pas sur la nature lobulaire. Elle repose sur l'expression ou pas de HER2, sur l'expression ou pas de récepteurs aux oestrogènes, au-delà des simples considérations cliniques habituelles. Alors peut-être que ça va changer un jour, mais même quand on parle de PIK3CA, quand on parle d'AKT ou qu'on parle des mutations HER2, ça transcende le type lobulaire. Ça peut s'appliquer particulièrement à ces situations où ces altérations sont un peu plus fréquentes et peut-être une signification biologique plus importante que dans d'autres formes de cancer du sein, mais néanmoins ça transcende le type lobulaire. Donc j'ai envie de vous répondre que c'est bien la compréhension et la connaissance biologique de la tumeur de la personne qui est en face de nous, au-delà de son caractéristique simplement lobulaire, si j'ose dire, qui va être importante dans les décisions thérapeutiques à venir. Voilà. Et avec Christine, c'est vrai qu'on veut, et la communauté de biologistes, de chercheurs autour du lobulaire, on veut justement qu'on puisse répondre à cette question. Est-ce que on fait différemment, et on doit faire différemment pour traiter quelqu'un qui a une mutation d'HER2 dans sa tumeur et qu'en plus cette tumeur est lobulaire. Comme l'a très bien dit Christine, ça reste à explorer. C'est un sujet de recherche. Mais pour l'instant, comme tu dis, hein, si on trouve une mutation HER2 en phase métastatique, les médecins doivent pouvoir proposer un essai ajusté à cette mutation. Alors, on a plusieurs questions. Je peux ajouter peut-être quelque chose. Oui, bien sûr. Je voudrais juste ajouter que je crois que de plus en plus, voilà, il y a une prise de conscience du manque d'informations qu'on a. Et je crois aussi que de plus en plus, en fait, les sociétés pharmaceutiques en sont conscientes, parce qu'on n'arrête pas d'enfoncer le clou. Et donc, il y en a quand même plusieurs qui bougent, qui reconnaissent la nécessité de reporter, qui reconnaissent la nécessité maintenant de faire des études rétrospectives pour étudier justement principalement aussi les patientes lobulaires dans les différentes études. Donc, et même, il y a de plus en plus en fait de sociétés qui sont prêtes aussi à faire des études spécifiquement pour les patientes lobulaires. Donc, tout doucement, on peut faire mieux, mais ça bouge. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, ça rentre en résonance avec la question que justement je voulais poser et en même temps dire on ne peut pas rentrer dans des cas particuliers, donc on ne va pas pouvoir répondre à tel ou tel traitement, j'ai tel ou tel traitement, est-ce que si, est-ce que ça. Mais par contre, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que pour un certain nombre de nouveaux médicaments, certaines patientes s'interrogent pour savoir si ça va être efficace particulièrement sur la forme lobulaire de leur maladie. Et donc, si je comprends bien, en fait, il faut s'assurer qu'il y ait des sous-groupes dans ces études ou ces essais cliniques. C'est donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, grâce à toute cette prise de conscience, ce travail au niveau international et probablement en France, dans les axes de recherche actuels, c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir être creusé. Donc, on ne va pas répondre pour tel ou tel médicament, ça sera ça ou ça. Par contre, il y a une question, alors qui est un petit peu compliquée pour moi, mais néanmoins, elle est peut-être importante, intéressante. On sait que parmi les critères
que vous utilisez pour caractériser nos maladies, il y a le KI67. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est et est-ce que, entre guillemets, son poids ou son niveau pourrait avoir une valeur ou différente pour un cancer lobulaire par rapport à un cancer canalaire ou là encore, faut chercher. Donc, le KI67, c'est une protéine, c'est un marqueur qui est exprimé, qui est présent quand les cellules sont en train de se diviser, enfin qu'elles sont entrées dans le cycle cellulaire, comme on dit. La valeur du KI67 dans les lobulaires est bien inférieure, dans la majorité des cas, à certains canalaires, qu'on va appeler lumino-B. Bon, je reprends, c'est peut-être compliqué ce que je dis. Ce que je vous ai mentionné brièvement, c'est que la prolifération des maladies lobulaires est généralement faible. Mais donc le KI67, on l'étudie comme pour tous les autres cancers. En France, en tout cas, on le donne avec les récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone, HER2, et on apprécie KI67. Et il va être plutôt faible. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, entre autres, que les collègues oncologues médicaux ne vont pas favoriser la chimiothérapie avant la chirurgie pour les femmes atteintes de cancer lobulaire. C'est bon, non. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'on va redonner la parole à Claude. Peut-être que Claude déjà a des questions de son côté et puis elle voulait aussi présenter l'ouvrage de Françoise. Alors, merci à tous parce que ce que vous avez apporté là, c'était vraiment passionnant. C'est très riche en termes d'espoir aussi et en termes de recherche pour les femmes concernées par ce cancer du sein si particulier. Donc, merci pour ça. C'est vrai qu'on agit aussi en faveur de la recherche clinique. C'est vraiment l'axe de notre association. Et notamment pour donner l'information sur les essais cliniques à toutes les patientes avec une plateforme dédiée. Mais revenons quand même au sujet d'actualité et ce merveilleux ouvrage. Franchement, Françoise, elle cumule plusieurs choses. Elle cumule un cancer du sein lobulaire et un cancer du sein triple négatif. Donc, si vous voulez en savoir plus, ce magnifique ouvrage est en vente sur notre site internet, n'hésitez pas. Et puis Françoise aussi, si vous le souhaitez, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur son vécu avec la maladie. Elle n'a pas pu être là ce soir parce qu'elle est en traitement aujourd'hui, mais elle sera ravie de répondre à vos différentes questions. Voilà, merci à tous. On va mettre le lien du site et pour parce qu'on a des personnes inscrites ce soir d'un peu partout en France et peut-être même dans le monde, puisque je vous rappelle que nos webconférences sont accessibles de partout et sur mon réseau cancer du sein, on a aussi des personnes un peu partout sur le globe. Donc que ce cancer royal voyage parce qu'il participe vraiment à sensibiliser à cette difficulté diagnostique et peut-être je trouve que Valérie résume bien peut-être les informations de ce soir. Il y a vraiment urgence à sensibiliser, notamment pour un diagnostic précoce, avec tout ce qui a été discuté ce soir. Et puis réfléchir ou discuter avec son équipe de soins à un suivi adapté à sa situation pour, en attendant, les recommandations à venir. Absolument. Ouais. Alors, je pense que c'était vraiment une webconférence d'une utilité incroyable en termes d'information parce que finalement, on connaît assez peu, nous, grand public, le lobulaire. C'était une initiative du professeur Anne-Vincent Salomon et qui travaille beaucoup dans le consortium, donc avec le professeur Desmet. Donc, je proposerais de leur laisser la parole pour synthétiser et conclure cette webconférence. Bon, déjà, merci d'avoir accepté d'organiser cette webconférence. Encore une fois, merci beaucoup Christine d'avoir accepté de le faire en français avec nous. C'est extrêmement important d'informer et je pense que dans le consortium européen lobulaire, on voit à quel point avec les patientes,
on est encore plus pertinent et encore plus fort sur l'organisation et les décisions qui vont être prises pour améliorer la connaissance de cette maladie lobulaire, sa prise en charge et les traitements, faire accepter en France par les autorités les traitements innovants qui ne manqueront pas d'arriver, qui sont en train d'arriver. Voilà. Et donc, Christine, je te laisse vraiment le conclure. Et à tout grand merci vraiment d'avoir accepté, Paul, Caroline, et à vous, Claude, d'avoir relayé la parole de Françoise. Oui, merci beaucoup. En fait, je crois que j'ai extrêmement apprécié aussi vraiment cette session. Je crois que c'était très, très informatif. Je crois que la clé pour moi, pour faire avancer la recherche ici, c'est la multidisciplinarité. Parce que ce n'est que quand on va combiner vraiment toutes les différentes disciplines, toutes les différentes expertises, qu'on va vraiment pouvoir avancer à pas de géant. Et je crois que ici déjà de voir des différentes expertises qui étaient présentes virtuellement, je crois que ça c'est important. Il faut vraiment allier l'oncologie, la pathologie, l'imagerie médicale, la recherche, la génétique et beaucoup de choses encore ensemble aussi avec tous ces groupements de patientes. Et je crois que c'est ça qui fait la recherche aussi de la recherche maintenant pour le cancer du sein lobulaire. Et je crois que c'est ce qui rend parfois aussi d'autres groupes un peu plus jaloux parce que je crois qu'on arrive à bien combiner tous ces différents groupes de personnes pour créer une communauté internationale chaleureuse, je crois, mais qui est vraiment motivée pour qu'on ne parle plus du cancer du sein lobulaire comme étant une maladie rare, mais pour avoir une reconnaissance, pour avoir une information correcte et juste et pour avoir le traitement le plus adéquat possible. Donc voilà. Mais merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci Christine. Merci à tous. Donc, l'équipe Curie qui était tous les trois dans le même bureau. Merci au professeur Desmet. Merci beaucoup, Claude, d'avoir porté la voix de Françoise. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de commentaires nous remerciant. C'est important d'avoir cette vision transdisciplinaire et de montrer aussi tout ce dynamisme qui traverse les frontières. Voilà, parce que l'union fait la force. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Christine, à demain. Oui, à demain.